Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas comment je suis au niveau de l'image. Voilà. Émission Radar numéro 161 du jeudi 5 décembre 2024, intitulée Life et sous-titrée Life Everywhere, donc je peux le remontrer, Uniformity Nowhere. Alors, je vais la mettre plutôt comme ça parce que c'est pour avoir le microphone. Donc, depuis notre émission Radar du mois dernier, deux de mes amis quatre pattes sont définitivement sortis du nucléaire. La chatte Luna, alias Panthère Noire de frigo, et la chienne Chanel, alias Museau Pointu, aka l'espagnole bretonne, parce que c'était une petite épagnole bretonne qui venait d'Espagne. C'est à ces deux êtres bien aimés, ces deux terriennes à part entière, que je veux dédier notre émission de ce soir. Alors, life est un néologisme de l'anglais life, la vie. Ce concept a été créé en 2010 par Stuart Bartlett, scientifique spécialiste de la complexité à Caltech, Institut technologique privé de Californie, et Michael Wong, astrobiologiste de l'Université publique de recherche de Washington. Alors, ce concept signifie vie, mais vie dans un sens large et universel. Une vie dont le champ de recherche ne serait plus limité à la recherche de formes semblables à celles très variées que l'on découvre encore tous les jours au sein de la biosphère hydrocarbonée terrestre à laquelle nous appartenons toutes et tous. Alors, je vais vous montrer une petite animation pour illustrer mon propos. Donc, des lois physiques simples et parfaitement déterministes, comme le sont les trois lois de la mécanique classique de Newton, peuvent conduire un système mécanique simple, soumis au champ gravitationnel terrestre, tel le pendule double que vous pouvez regarder, à avoir des comportements totalement imprédictibles liés aux infimes fluctuations des conditions initiales de l'expérience. Donc vous pouvez voir qu'au début, aux conditions initiales, les deux pendules semblent adopter le même comportement et progressivement, il y a des changements qui s'accumulent et qui fait qu'après, ils ont des comportements totalement indéterministes. Voilà. Donc ces comportements qui ne sont pas liés au hasard sont dits chaotiques. Donc ils n'ont strictement rien à voir avec le hasard. Contrairement aux conditions physico-chimiques stochastiques, donc totalement indéterminées, qui peuvent apparaître localement au sein de milieux physico-chimiques naturels. Conditions permettant à des molécules de se complexifier et, en s'associant, de faire émerger de nouvelles propriétés, telles la capacité à exploiter et à convertir des sources d'énergie, intitulée dissipation, la capacité
à croître ou à se développer de manière exponentielle, appelée autocatalyse, la capacité à ajuster leurs équilibres physico-chimiques internes lorsque les conditions extérieures varient. Cette capacité est appelée homéostasie, mais aussi et surtout la capacité à stocker, traiter et utiliser des informations pour préserver et améliorer les capacités de dissipation, d'autocatalyse et d'homéostasie, d'assemblage moléculaire de plus en plus complexe. Cette capacité, c'est l'apprentissage. Voilà les 4 piliers du concept LOIF, tels qu'ils ont été définis par Bartlett et Wong en 2020. C'est quand même assez récent, ça a 4 ans. Alors, dans ce sens universel, LOIF, la vie est intrinsèquement autodidacte, mais non autosuffisante. Elle nécessite universellement des milieux physico-chimiques naturels relativement stables sur de longues périodes. Une source ou des sources d'énergie naturelles, stables et durables. La disposition d'un solvant abondant afin de permettre une bonne mobilité moléculaire, ainsi qu'une variété d'éléments atomiques disponibles, donc capables de se combiner en chaînes moléculaires longues. Bruno, si tu vois passer une serveuse, tu me commandes une grande limonade. Une grande limonade. Alors, qui dit... Tu reprendras... Et c'est moi qui la bois. Non, c'est moi qui la boirai parce que, tu sais, à force de parler, ça donne la bouche sèche. Ah bah oui, mais t'as voulu parler, je t'ai laissé parler. C'est bien fait pour moi. Voilà. Alors, qui dit chaîne moléculaire longue, dit polymère. Qui dit polymère ne peut pas faire l'impasse sur la matière molle, chère au physicien nobelisé Pierre-Gilles de Gennes, 1932-2007. Là, je ne sais pas si on le voit à l'image, tu me dis c'est bon, voilà. Je vais vous lire un petit extrait d'un livre publié en 1996, Les objets fragiles, livre coécrit par Pierre-Gilles de Gennes et Jacques Badeau. Alors cet extrait est en lien direct avec la thématique biophysique, voire exobiologique, de notre émission de ce soir. Alors je cite: avec les moyens de radioastronomie actuels et compte tenu du modeste intervalle de temps durant lequel on a travaillé, une trentaine d'années, aucun signal n'a été perçu qui nous donne l'impression d'une vie organisée ailleurs dans l'univers. Pourquoi ? J'ai fait une petite pause parce qu'ils sont en train de commander une pinte de blanche et une grande limonade. Voilà. Alors, on commence toujours, je cite toujours les objets fragiles, on commence à être certain, par des observations indirectes, qu'il y a dans l'univers de nombreux systèmes planétaires. Il existe donc une chance non négligeable qu'ait prévalu dans certains de ces systèmes des conditions chimiques, justement un peu matière molle, favorables à l'apparition d'une forme de vie pas très éloignée de la nôtre. Mais nous n'en avons pas connaissance. Pourquoi ? La vie sur Terre fonctionne sur un code génétique existant depuis plusieurs milliards d'années. Or, nous ne sommes capables d'émettre des signaux radio de grande distance que depuis un siècle. 100 ans par rapport à 1000 millions d'années, cela ne représente qu'un 10 millionième de notre histoire. Donc, l'intervalle de temps dans lequel nous avons été émetteurs est extraordinairement faible. Toute la question est de savoir si notre civilisation va être un phénomène durable ou si c'est un phénomène intrinsèquement instable. Si c'est un phénomène durable et que l'on continue à émettre sur une fraction d'un milliard d'années,
Il devrait en être de même ailleurs. Alors pourquoi n'avons-nous aucun signal radio d'autres civilisations appartenant à d'autres systèmes planétaires? Il se peut qu'une civilisation évoluée et capable d'émettre constitue un phénomène intrinsèquement instable, qu'un certain niveau de connaissance et de communication engendre nécessairement des conflits internes insolubles et destructifs. Alors, ces toutes petites fractions de temps, 100 ans sur 1 milliard d'années, risquent de correspondre à la fraction émettrice si d'autres présences de vie avaient existé mais n'avaient pu émettre que dans ce rapport de temps, la chance de les détecter serait très faible. Fin de citation. Alors, à l'époque où Pierre-Gilles de Gennes écrit cela, en 1996, il y a une trentaine d'années, le plus grand radiotélescope du monde était celui d'Arecibo, au Costa Rica. Était celui d'Arecibo? Oui, à Porto Rico. Ah oui. C'est à Puerto Rico. Voilà. Normalement, en français, on dit Porto Rico, Oui. mais dans tous les autres pays, on dit Puerto Rico. En portugais, on dit Porto Rico et en anglais aussi. D'accord. Donc, à l'époque, donc en 1996, le plus grand radiotélescope du monde était celui d'Arecibo à Porto Rico. Et cela depuis 1963. Aujourd'hui, cet instrument scientifique n'est plus fonctionnel. Depuis son effondrement, le 1er décembre 2020, merci beaucoup, peu de temps après sa fermeture. Donc, si on revient sur l'affiche, voilà. Alors, j'ai choisi, pour illustrer notre émission de ce soir, une galaxie spiralée et l'antenne orientable de 64 mètres de diamètre du radiotélescope australien de Parkes, sans lequel nous n'aurions pas pu suivre en léger différé, le 21 juillet 1969, les premiers pas d'un militaire américain sur le sol lunaire. Voici ce qu'écrivait Nadia Drake sur le site de National Geographic le 21 décembre 2020, au sujet d'un mystérieux signal radio détecté près de Proxima Centauri par l'antenne de 64 mètres de l'observatoire australien de Parkes. Alors, je cite Nadia Drake. C'est dans le cadre du projet Breakthrough Listen, un programme de recherche de radiodiffusion extraterrestre provenant des millions d'étoiles les plus proches de notre planète, que l'attention de l'équipe a été attirée par le signal, désormais nommé BLC-1. Les chercheurs étudiaient alors Proxima Centauri à l'aide de l'observatoire de Parkes en Australie. Les ondes radio ont été détectées lors d'observations réalisées entre avril et mai 2019. Cela fait 60 ans que les scientifiques scrutent le ciel en quête de signaux radio dont l'origine pourrait être artificielle. Alors attendez, là je vais boire un petit coup parce que ça me donne soif tout ça. À la tienne. Alors, ça fait 60 ans que les scientifiques scrutent le ciel en quête de signaux radio dont l'origine pourrait être artificielle. Le projet OSMA, conduit en 1960 par mon père, Frank Drake, était la première étude sur le sujet. Alors, contrairement aux ondes radio produites naturellement par le cosmos, les chuchotements extraterrestres ressembleraient beaucoup aux transmissions que les humains utilisent pour communiquer. De tels signaux couvriraient une gamme très faible de fréquences radio. Ils présenteraient également une dérive caractéristique indicatrice d'un rapprochement ou d'un éloignement de la source par rapport à la Terre.
Cet indice permettrait donc de savoir si la source radio provient d'un objet cosmique éloigné, comme une planète orbitant autour d'une étoile. Donc, fin de citation. Alors, le signal BLC-1, détecté le 29 avril 2019, a été finalement identifié en 2021 par l'équipe qui en avait fait sa découverte en 2019 comme étant un phénomène d'interférence radio d'origine terrestre. Aujourd'hui, disposant du plus grand radiotélescope terrestre en état de marche, la Chine est statistiquement la mieux placée pour réaliser une éventuelle première détection d'un signal de communication radioélectrique d'origine non terrestre. FAST, pour 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, est une antenne radio adaptative par déformation de 500 mètres de diamètre, comme son nom l'indique, construite au sud-ouest de la Chine. Cette antenne est 2,5 fois plus sensible que l'ex-tenant du titre, feu le radiotélescope de 300 mètres de diamètre d'Arecibo sur l'île de Porto Rico. Sa surface déformable lui permet d'observer une plus large fraction du ciel que celle que pouvait observer son homologue portoricain. Alors, deux effets physiques découverts au début du XXe siècle permettent aux scientifiques utilisant l'outil FAST de mieux comprendre la dynamique de formation des disques protoplanétaires. Il s'agit de l'effet Hanley qui est observé lorsque de faibles champs magnétiques modifient la polarisation de la lumière émise par une étoile, et de l'effet Zeeman qui est le résultat de l'action de forts champs magnétiques sur les raies spectrales du rayonnement d'une étoile. Leur élargissement est proportionnel à la puissance du champ magnétique. De récentes observations ont permis de détecter la formation précoce de molécules d'eau en grande quantité au sein de l'univers observable, ainsi que la présence de chaînes moléculaires carbonées d'acides aminés dans l'espace interstellaire. La chimie prébiotique serait d'origine spatiale. Elle précéderait la formation de notre Terre, faisant du foisonnement de la vie au sein de notre univers observable une conséquence physico-chimique inéluctable. Pourtant, comme l'écrivait Pierre-Gilles de Gennes il y a un peu moins de 30 ans, il se peut qu'une civilisation évoluée et capable d'émettre constitue un phénomène intrinsèquement instable, qu'un certain niveau de connaissance et de communication engendre nécessairement des conflits internes insolubles et destructifs. Alors, cette toute petite fraction de temps, 100 ans sur 1 milliard d'années, risque de correspondre à la fraction émettrice si d'autres présences de vie avaient existé, mais n'avaient pu émettre que dans ce rapport de temps, la chance de les détecter serait très faible. L'Homo sapiens, espèce d'hominidé terrestre ayant survécu à la dernière période glaciaire, est peut-être aujourd'hui au seuil du grand filtre que constituent les actuelles incivilisations patriarcales, militaro-industrielles nucléarisées. À ce sujet, écoutez et réécoutez l'émission Radar 141 du jeudi 6 avril 2023 intitulée « Le grand filtre ». Alors, 20 mois plus tard, 20 mois, hop, c'est pas la bonne, voilà, 20 mois plus tard, alors 20 mois plus tard, les exécutifs de certains États-nations nient farouchement leurs responsabilités militaro-industrielles au sujet
du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Leurs prétendus opposants politiques font, dans leur très grande majorité, la criminelle promotion d'une filière nucléaire prétendument écologique et socialement responsable. En résumé, les institutions publiques et privées nous désinforment au sujet des objectifs vitaux qui devraient en urgence être les nôtres, c'est-à-dire mettre en place des sociétés viables et durables où le partage remplace le pillage des territoires et les carnages des populations leur appartenant. Souvenons-nous de ce qu'affirmait l'humoriste physicien Albert Einstein. Donc, Albert Einstein qui a écrit d'ailleurs de très bons livres de vulgarisation, dont celui-ci, Comment je vois le monde, que je vous recommande à toutes et tous de lire. Donc il disait, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Alors, personnellement, je remplacerais volontiers la bêtise par la stupidité, afin de ne pas soustraire arbitrairement la bête humaine du pot biologique commun auquel appartiennent tous les êtres vivants ayant coévolué sur la planète Terre depuis les derniers milliards d'années. Ensuite, je pense qu'il est stupide, voire présomptueux, de croire qu'on puisse acquérir une, voire des certitudes absolues. La curiosité et le doute sont les deux moteurs de toutes les émancipations, artistiques, intellectuelles, scientifiques et techniques. Je ne sais pas, je veux savoir. Ce que l'on croit savoir se condense en science, cette condensation est théorie. Une bonne théorie doit être prédictive. Mais n'oublions jamais qu'une théorie, quelle qu'elle soit, est toujours provisoire. Elle peut aussi subir une éclipse, comme ce fut le cas pour l'héliocentrisme. Formuler une question, c'est déjà orienter les réponses possibles. Même si la réponse manifestée ne correspond pas avec celle que la question était statistiquement censée susciter. Une formulation suffisamment floue de la question permettra, le cas échéant, de la reformuler ultérieurement dans un contexte plus maîtrisable, comme ce fut le cas lors de la victoire électorale au référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005, suivi le 14 février 2008 de la ratification constitutionnelle du traité de Lisbonne. La question était: approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Ainsi, c'est un projet de loi qui est refusé par une majorité du corps électoral français et non la primauté constitutionnelle sur tous les aspects de nos vies d'une gouvernance intergouvernementale de commissaires non élus bénéficiant d'une immunité judiciaire. Heureusement, les traités sont aussi provisoires que les théories et ils peuvent eux aussi subir des éclipses, comme ce fut le cas pour l'héliocentrisme. Les sociétés anciennes associaient symétrie et perfection suite aux observations célestes. Il leur était impossible de concevoir d'autres trajectoires pour tout ce qui était cyclique et synchronisé, sur la Terre comme au ciel. Les formes parfaitement circulaires du Soleil et de la pleine Lune étaient pour nos lointains ancêtres des exemples de cette perfection géométrique céleste. Et je m'excuse, mais je rebois un coup. Alors, on attend à la fois notre ami Fabrice David,
qui a toujours un bon mot justement quand je bois un coup, et aussi notre ami Pierre Merechkovski. Donc voilà, donc là maintenant que je peux retourner de l'autre côté, vous ne m'entendez plus du tout, parce qu'il est très directionnel ce microphone. Donc je vais revenir après avoir bu un petit coup. Alors, mentalement, la Terre était le seul repère fixe autour duquel tout semblait se mouvoir. Les saisons de disette ou d'abondance étaient rythmées par des phénomènes observables dans les cieux. Il s'agissait là de messages d'une importance vitale pour tous les groupes d'hominidés qui vivaient au jour le jour de cueillette et de chasse. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que tous les plus anciens monuments mégalithiques adaptent des orientations célestes remarquables et qu'ils aient été érigés par des sociétés qui ne soient ni sédentaires ni agraires. Les habiletés nécessaires à toutes les prouesses techniques préhistoriques s'étaient développées durant les millénaires de cohabitation entre nos ancêtres et la mégafaune. Ces techniques de travail du bois, des os et de la pierre étaient parfaitement maîtrisées depuis les rudes millénaires de la dernière glaciation. L'abondance qui a suivi son terme a permis aux groupes humains de s'étoffer. Le transport de lourdes charges devenait possible grâce à la mutualisation des efforts. Le ciel rythmait l'ensemble du monde vivant. Les êtres humains ne s'étaient pas encore soustraits des contraintes matérielles vitales imposées par ces cycles naturels. Ils en étudiaient les mystères, car ils entretenaient la saine croyance d'être une partie d'un tout et d'avoir leur sort lié avec celui de tous les autres êtres vivants. Cette sagesse, condition indispensable de sociétés viables et pérennes, les actuelles incivilisations l'ont oubliée. L'éclipse de ce vital savoir perdu n'est pas inéluctable. L'héliocentrisme a connu plus de 2 millénaires d'éclipses. Aristarque de Samos, 310-230 avant Jésus-Christ, avança l'idée d'une Terre tournant sur elle-même et autour du Soleil, l'héliocentrisme. Il s'opposait au géocentrisme d'Aristote. Donc le géocentrisme, c'est le Soleil et tout ce qui est dans le ciel qui tourne autour de la Terre. Donc Aristote, c'était 384-322 avant Jésus-Christ. La théorie de l'héliocentrisme fut soutenue auparavant par Pythagore, 580-495 avant Jésus-Christ. C'est notre première source historique au sujet de l'héliocentrisme. Dans un ouvrage intitulé « Sur les dimensions et les distances du Soleil et de la Lune », Aristarque de Samos est le premier à tenter d'évaluer les rapports des distances Terre-Soleil et Terre-Lune, en introduisant les premières notions de calcul trigonométrique que l'Égyptien Claude Ptolémée, 100-168 avant Jésus-Christ, affinera, malgré qu'il soit un théoricien du géocentrisme. Aristarque de Samos a probablement écrit d'autres ouvrages qui auraient disparu avec la bibliothèque d'Alexandrie. Il faudra attendre la compilation précise de faits astronomiques effectuée par Tycho Brahe, 1546-1601, grâce à des instruments de visée de type astrolabe qu'il met lui-même au point. Ces compilations permettront à Johannes Kepler, 1571-1630, de définir 3 lois mathématiques qui prédisent par le calcul les orbites sous forme d'ellipsoïdes. Alors un ellipsoïde, c'est une courbe plane fermée dont chaque point est équidistant à 2 points fixes appelés foyers. L'excentricité d'une ellipse varie entre 0 et 1. Elle est le rapport entre le grand axe et le rapport entre la moitié de la distance entre les 2 foyers
et la moitié de la distance entre le plus grand axe, c'est-à-dire entre le point le plus proche, Perrielli, et le point le plus éloigné, Affelli, d'un des deux foyers. Une ellipse d'excentricité 0 est un cercle, car ces deux foyers n'en font plus qu'un. L'excentricité de l'orbite terrestre autour du Soleil varie entre 0, un cercle parfait, et 0,07, c'est-à-dire une ellipse très légèrement aplatie. Kepler pose les bases théoriques de l'optique et suppute l'existence d'une force gravitationnelle proportionnelle à la masse des objets. Ce faisant, il aplanit le chemin qu'empruntera Isaac Newton, 1642-1727. Isaac Newton va concevoir les premiers télescopes, tous en métal poli. Il va postuler 3 lois de la mécanique, qu'on appelle aujourd'hui les lois de la mécanique classique. L'inertie, c'est-à-dire que tout corps qui n'est soumis à aucune force, donc aussi à aucun frottement, est soit uniforme, il est soit dans un mouvement uniforme, soit immobile. Après, l'accélération, qui est liée à une force qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc l'accélération d'un objet, c'est un objet qui est soumis à une force. Et l'action et la réaction, à toute force d'action, correspond une force de réaction égale et opposée, et c'est le principe de tous les moteurs à réaction, dont les moteurs fusées. Alors, Isaac Newton est surtout connu du grand public grâce à l'image folklorique de la chute d'une pomme qui sera à l'origine de l'idée de la loi de la gravitation universelle. Alors cette loi, c'est toute masse ponctuelle attire toute autre masse ponctuelle par une force agissant le long de la ligne coupant les deux points. Cette force est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance entre leurs centres. Il faudra attendre presque 2 siècles pour que la mécanique classique échoue à prédire les phénomènes observés dans 2 des 3 infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les travaux du physicien Max Planck, 1858-1947, sur les rayonnements électromagnétiques du corps noir, le conduisent à théoriser la discontinuité de l'énergie. Ce sont les fameux quanta qui ouvrent la boîte de Pandore d'une nouvelle physique. Que tous les prodiges technologiques actuels, et notamment le fait que vous puissiez me voir en direct dans un café bondé en train de déblatérer, eh bien, illustrent a posteriori. Ces prodiges vont participer à l'accroissement exponentiel. Ah, tu vas sortir. Bon, et le cadre est bon, voilà. Donc, j'ai dit, on a mis Newton dans qui pilote l'émission. Je vais continuer. Et je pense que vous allez voir passer Marc qui va aux toilettes. Donc guettez-le, vous allez le voir, il va passer. Alors, comme je disais, ces prodiges vont participer à l'accroissement exponentiel de nos capacités de perception jusqu'à ce que de nouveaux faits obligent à réformer les théories qui ne les avaient pas prédits. Alors, la langue clouée sur une planchette de bois, le moine dominicain Giordano Bruno est conduit sur un bûcher dressé à Rome par la Sainte Inquisition de l'Église catholique, apostolique et romaine, afin, après avoir été excommunié, d'y être brûlé vif pour hérésie. Nous sommes le 17 février 1600, plus de 50 ans après la mort de Nicolas Copernic, 1743-1543, moins de 50 ans avant la naissance d'Isaac Newton, moins d'1 siècle avant la naissance de James Bradley, 1693-1762, qui sera le premier à faire la démonstration scientifique de la rotation de la Terre autour du Soleil, en constatant que la direction apparente d'une source lumineuse dépend de la vitesse de celui qui l'observe.
plus de 2 millénaires après le décès de Pythagore. La pluralité des mondes, prêchée par Giordano Bruno, ce moine philosophe et érudit dominicain, remet en cause le stupide géocentrisme sectaire inhérent à toutes les sectes durant cette période historique. Se définir comme animal de souche a toujours déplu à tous les virilistes et rétrogrades primates avides de certitudes absolues, qu'ils soient imberbes ou barbus. Ces êtres, très majoritairement masculins, pensent être ce qui se fait de mieux au sein de l'univers. Un univers créé par un Dieu unique, omnipotent et omniscient, qui a sagement, dès l'origine du monde, soumis la féminité à des directions patriarcales, respectant la sainte vérité révélée et cousue. Aujourd'hui, ces dangereuses, violentes et rétrogrades sectes, dont certaines sont étatiques, n'ont pas disparu. Elles jugent, torturent, pendent, brûlent, décapitent, bombardent, envahissent. Leurs cibles privilégiées, les hommes qui aiment les hommes, les femmes qui aiment les femmes, mais aussi les femmes qui aiment les hommes, et parfois, avec une indulgence patriarcale, elles savent être miséricordieuses avec les hommes qui violent les femmes, et bien sûr, impitoyables avec les femmes violées. Si des citoyens des États-Unis d'Amérique laissent croire lors d'auditions sénatoriales... Oh, le chat, tu l'as fait tomber. Oui, alors... Si des citoyens des États-Unis d'Amérique laissent croire, lors d'auditions sénatoriales, que des agences fédérales américaines auraient à leur disposition des éléments de technologie non humaine, sans jamais étayer leurs propos par des évidences scientifiques, ce que ne seront jamais des enregistrements, voire des témoignages, surtout lorsqu'ils sont fournis par les forces aéronavales américaines, alors je pense que cela relève d'une stratégie de désinformation entre systèmes militaro-industriels concurrents. Des phénomènes sont observés avec des comportements relevant d'une intelligence, mais avec des caractéristiques techniques dépassant de très loin tout ce que les technologies humaines sont capables de produire. Ces observations sont régulièrement faites, parfois avec des témoignages convergents de la part de témoins ne se connaissant pas. Ces phénomènes, qui ne sont pas tous aérospatiaux, restent à ce jour, comme par le passé, totalement inexpliqués. Inexpliqués, la question conditionne toujours la réponse. On l'a vu avec le référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005. La question que se posent tous les nuisibles technocrates institutionnels est comment pouvoir communiquer avec les intelligences non humaines à l'origine de ces phénomènes, afin de pouvoir commercer avec elles et ainsi disposer de leur technologie, puis, par asymétrie militaro-industrielle, dominer toutes les autres puissances militaro-industrielles de la Terre. Ainsi, il est stratégiquement judicieux de laisser croire, mais sans lever le doute, qu'un contact est déjà établi et que des processus de rétro-ingénierie ont déjà porté leurs fruits. Cette désinformation est à usage interne et externe. Interne, pour entretenir l'illusion d'une toute-puissance de l'État vis-à-vis des populations qu'il exploite, pour sonder de manière externe l'état de connaissance des services de renseignement des nations concurrentes, des États-nations concurrents. Alors, cette question, ainsi que la désinformation qui l'accompagne, sont totalement biaisées. Ce biais cognitif est lié à l'intéressement institutionnel de celui qui pose la question. Cet intéressement
présuppose une équivalence de motivation entre l'émetteur et le récepteur, entre le phénomène qui se montre sciemment tout en restant inaccessible et l'observateur incapable de comprendre cette expérience qui sort totalement de l'ordinaire. Comment poser une question non biaisée, c'est-à-dire totalement désintéressée, donc exemple de tout présupposé. Bonsoir Fabrice et merci de nous avoir rejoints. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Si tu as quelque chose à dire. Oui, alors par exemple, si nos amis extraterrestres nous écoutent, j'aimerais bien un petit aviso de la classe de Bonne Espérance de 60 mètres de diamètre afin de réaliser quelques expériences de politique fiction. Ceci étant dit, je repasse la parole à Nino. Alors, j'étais en train de me poser la question comment est-ce qu'on pouvait poser justement une question exemple de tout présupposé. Alors, je pense que pour tenter de faire cela, il faut essayer de se que d'étudier nos réactions et ainsi d'évaluer, selon leurs propres critères, notre degré d'évolution cognitive. Lorsque les observations semblent fortuites, celles-ci revêtent une activité d'étude et de prélèvement, peut-être afin d'appréhender, voire de préserver, la richesse d'informations stockées au sein de l'endogène biosphère terrestre. Ces manifestations ont pour origine des technologies issues des activités scientifiques d'espèces non terrestres intelligentes, qui ont donc passé avec succès le mortel grand filtre militaro-industriel nucléarisé. Leurs motivations sont donc totalement désintéressées. Ces exocivilisations ne visent qu'à récolter la plus précieuse richesse de l'univers, l'information. Je pense que ces intelligences désintéressées sont largement minoritaires dans notre univers. Donc, par prudence, elles adoptent avec toutes les autres formes de vie intelligentes une vitale stratégie de discrétion. Au niveau discrétion, les incivilisations militaro-industrielles, qu'elles soient terrestres ou non, ne sont pas des exemples à suivre, sous peine de mort inéluctable et rapide. Dans quelques génothèques lointaines, à des températures proches du zéro absolu, soit moins 273,5 degrés Celsius, cohabitent peut-être des génomes terrestres auprès d'autres chaînes moléculaires codant des formes de vie non terrestres. Si nous ne mettons pas en place rapidement des sociétés humaines viables et pérennes, car respectueuses de la biodiversité terrestre, nos jours sont comptés. À propos de respect, après un an de grève, les 50 travailleurs sans papier des communautés Emmaüs du Nord ont obtenu la condamnation des dirigeants de leur communauté et la régularisation de 47 d'entre eux le 18 juillet dernier. Alors que deviennent les vieilles compagnes et les vieux compagnons des 125 communautés d'Emmaüs fondées en mars 1954 par l'abbé Depardieu, par l'abbé Pierre? Eh bien, ils n'auront droit, dans le meilleur des cas, qu'à une retraite d'environ 250 € par mois s'ils ont cotisé plus de 50 années. Alors, grâce à cet exemple, on peut constater la différence de nature entre la communication institutionnelle et l'information factuelle. Alors, au début du XXe siècle, des mathématiciens et des ingénieurs en télécommunications ont été amenés à étudier les propriétés de tout système de signaux utilisés par des opérateurs vivants ou artificiels entre un émetteur et un récepteur. Cela a abouti à ce que l'on appelle improprement la théorie de l'information.
La théorie mathématique de la communication de l'information, TMCI, développée par Claude Shannon, 1916-2001, et Warren Weaver, 1894-1978, stipule que plus une information est incertaine, plus elle est intéressante, donc plus elle contient d'informations, tandis qu'un événement certain ne contient aucune information. On peut donc raisonner en termes de probabilité et non en logique booléenne. L'information quantifiée subit dans ces transformations codage, transmission, décodage, parasitage, l'effet irréversible et croissant d'une dégradation. Bonsoir Pierre, essaye de te cueillir une chaise pour t'asseoir en bout de table. Donc, l'effet irréversible et croissant d'une dégradation. Alors cette dégradation est équivalente à la mesure de l'entropie de l'information. L'équation de cette mesure établie par Claude Shannon coïncide à un facteur multiplicatif près avec l'équation de Boltzmann-Gibbs définissant l'entropie S en thermodynamique. Une partie de la communauté scientifique suppute que l'information pourrait être à l'origine de tous les événements observables. Nos réalités ne seraient plus que les résultats de colossales simulations statistiques. En conclusion, life everywhere. Nous vivons dans un univers plein de vie, car la présence d'un seul observateur induit le fait que toutes les observations de l'univers doivent être compatibles avec sa présence. C'est le principe anthropique. Donc, avec l'omniprésence de l'indice. C'est QFD ce qu'il fallait démontrer. Uniformité nowhere. Nulle part de l'uniformité. Être vivant, c'est émerger au sein de l'infodiversité infinie de toutes les biosphères possibles. Alors, comme chaque nouvelle réponse appelle une nouvelle question, d'où proviennent les informations ? Doit-on imaginer une nouvelle physique ? Voilà, alors avant de vous dire à bientôt, je vais passer la parole à mon ami Pierre Merechkovski. Ah, il faut que tu viennes ici. Tiens, viens, il te passe la place. Et déjà, bonsoir Pierre. Tu veux un petit café ? Non. Voilà. Alors voilà ce qu'il y a écrit sur la machine portable Facebook. Emmaüs Environnement. 3 raisons de soutenir ce projet. Pour en savoir plus, cliquez là. Alors, Pierre Merechkovski a écrit « Soutenons la grève des compagnons d'Emmaüs ». Un autre a répondu « Grève, ils ont raison. Ils n'ont pas de salaire, mais ils vont se faire virer. » Une autre contribution. Emmaüs a toujours respecté l'environnement. Une autre contribution. Oui, mais pas les compagnons ni les bénévoles. 3 personnes ont aimé. Une pensée pour l'abbé Pierre qui était un grand homme. Respect. 26 likes. À une époque, si, c'est depuis peu qu'il a été accusé, mais jamais de son vivant. Une autre intervenante. Burke. 1 like. Un autre intervenant. Ce qu'il a fait pour l'assaut n'annule pas les horreurs à titre perso. D'ailleurs, par abus de pouvoir, on s'en moque, que ce soit de son vivant ou pas. Et pour votre info, il y avait eu des plaintes écrites de son vivant bien caché. 1 like. Un autre. Emmaüs lui-même l'a dit. Non, je ne suis pas consultante et n'y aspire pas. Par contre, je suis psychologue. Un autre. Si dans les années 50, un autre. Il n'a pas commis de faute de son vivant, vous plaisantez. Un autre. Et sinon, tu voulais dire quoi? Bernard Arnault serait un bon sponsor pour Emmaüs.
C'est un très 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 riche, très généreux, qui cherche toujours à faire parler de lui. 6 likes. Un autre. J'ai toujours beaucoup donné à Emmaüs, mais très déçu par ce scandale immonde du fondateur. Mais je continuerai à être fidèle pour ceux qui y travaillent et qui ne sont pas mis en cause. Un autre. De toute façon, je retourne pour l'aspirateur. Un autre. J'ai besoin d'aide pour trouver un logement. Un autre. J'ai déjà beaucoup donné par le biais des subventions multiples qui vous donne l'État. Qui trouve l'argent en ponction n'est pas pour les Français. Un autre. Malheureusement, sur la plateforme de l'inclusion Emmaüs, répond pas du tout aux candidatures sur Montreuil. Vous appelez comment? Un autre. Encore faut-il avoir de l'épargne. Un autre. Que faites-vous à propos de l'insertion? S'il vous plaît, je suis de Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est quelque... Moi je veux dire, Pierre, c'est J'ai pas formidable. fini, Oui, ah, t'as pas fini, bah, alors Voilà, donc j'ai pas fini. Donc après cet échange sur Emmaüs, je continue mon travail et je vais donc appeler un certain Marc. Voilà. Mais c'est pas toi, hein, c'est un autre. Ça marche pas. Donc c'est en direct, tu appelles un certain Marc. Donc j'espère qu'il va obtenir la communication. Tu tombes sur le répondeur? Non, mais t'inquiète pas. Ouais, bonjour Marc. Ici c'est Pierre Merechkowski. Écoute, je te rappelle, parce que j'ai été très touché, que tu proposes au Jeu de Paume de passer l'intégralité de tous mes films en même temps que la formidable exposition consacrée à Chantal Akerman. Tu m'as donné un mail, mais j'ai vérifié le mail. Il semblerait que ce mail de la personne au Jeu de Paume soit chargé de l'entretien du Jeu de Paume et du nettoyage. Je ne pense donc pas qu'elle puisse inclure mon programme qui serait destiné effectivement à aller à la poubelle, ce qui en soi n'a strictement aucune importance, mais me semble-t-il m'éloigne de cet objectif assez généreux que tu voulais partager mes films avec le public de Chantal Akerman. Aussi, je te propose, peut-être d'une manière plus constructive, rappelle-moi, et nous pourrions tourner une vidéo dans laquelle Marc et la Rachel numéro, enfin peu importe le numéro, et sa fille, cette contribution familiale pourrait expliquer devant un appareil chargé d'enregistrer les propos qu'on appelle une caméra avec un son, les raisons qui font, disons, que la famille Marc-Rachel souhaite que mes films soient diffusés au Jeu de Paume. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, et bonne insertion, et bon Noël, et bonne, comment on pourrait dire, bon espace de parole que je dédie à qui doit être dédié. Bonne soirée. Eh ben, moi, je te remercie, Pierre. Et alors, tu vois, c'est un livre dont je t'ai parlé lors de notre dernière conversation et que je vais te confier, qui est excellent au niveau vulgarisation d'Albert Einstein. Et je vais en lire un tout petit passage à l'attention justement de Pierre Merechkowski. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi, ou tantôt par des convictions intimes. Jeune, j'ai été frappé par la maxime de Schopenhauer. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Oui, mais C'est l'Einstein, ça. c'est mieux pas que je dise ce genre de livre. Parce que Le type, il n'avait pas volé son diplôme. Qu'est-ce que tu racontais? Je t'ai pas écouté. Alors, moi, allez, il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous en 2025. Ah bah oui. Alors, vous souhaitez déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2025. De 19h à 20h sur notre page Facebook en direct ou au café L'Étincelle, jeudi 2 janvier pour notre 162e émission Radar. Bonsoir à tous, mais attends, avant de couper, n'oublions pas que cette émission a été dédiée à 2 amis, parce que Pierre connaissait Luna. Ah oui, Luna. Voilà, et donc ces 2 êtres vivants, ces 2 terriennes sont mortes au mois de novembre, exactement, on se décoiffe.
Parce que moi, le spécisme, justement, c'est de croire que la mort d'un homme ou d'un enfant aurait plus d'importance que la mort de tout autre être vivant. Non, toutes les morts sont importantes. Voilà. Elle n'était pas très affectueuse. Quoi? Elle n'était pas très affectueuse comme chat. Elle était Et puis les hérissons, j'ai quand même. Moi, elle me faisait un peu peur. Non, ben j'aime bien les hérissons. Mais... Ils ont des casques à pointe. On fera une émission dont le thème sera les échinodermes et plus particulièrement le hérisson. Voilà. J'ai une chatte, c'est un mutant, et ben, elle m'a griffé cette semaine. Ouais. Ah ouais, elle m'a oublié. Bon. Et c'est un mutant, Eh bien, c'est Ninja. bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et Bruno, tu souhaites pas une bonne fête de fin d'année à tout le monde? Non, ça va. Et n'oubliez pas la viso de 60 mètres de diamètre. Hein. C'est Noël, ça me... Il est très très bon.